le forum du studio Kalangu, 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 le forum du studio Kalangu. Mesdames et messieurs, bonsoir et bienvenue à notre rendez-vous hebdomadaire, le forum de la presse du studio Kalangu. L'émission qui réunit des confrères de la presse écrite, audiovisuelle ou en ligne pour analyser les faits marquants de l'actualité de la semaine écoulée. Au menu du forum de la presse de ce soir, d'abord de la politique. Les partis politiques continuent d'investir leurs candidats aux échéances électorales prochaines. Ce week-end passé, 2 candidats ont été investis. Il s'agit de Alma Oumarou, président du parti Rassemblement pour la paix et le progrès RPP Farilla, et de Salou Jubo, président du parti Convention nationale pour la République CNR Gaïa. Ensuite, sur un tout autre plan, nous discuterons de la libération mardi dernier des 3 acteurs de la société civile, Moudi Moussa, Michael Zodi et Halidou Munkela, incarcérés depuis 6 mois dans les prisons de Tillabéri. Enfin, nous terminerons avec le projet de la construction prochaine d'une ligne ferroviaire qui reliera le Nigeria au Niger via Maradi. Pour discuter de tous ces sujets, nous avons invité nos confrères. Hassan Boukar, journaliste à la radio alternative. Bonsoir Hassan. Bonsoir. Gare Amadou, journaliste au quotidien La Nation. Gare, bonsoir. Bonsoir. El Haj Suleiman Mahamadou, journaliste du journal en ligne Niger Inter. Bonsoir El Haj Suleiman. Bonsoir. Bienvenue à tous dans le forum de la presse de ce vendredi 2 octobre 2020 que nous ouvrons par un sujet politique avec notamment la série d'investiture des candidats aux différentes échéances électorales prochaines au Niger. Parlons des dernières investitures en date. Il s'agit de celle de Salou Gobi, journaliste écrivain, investi samedi passé à l'élection présidentielle 2021 au titre du parti Convention nationale pour la République CNR Gaïa. Une autre investiture a eu lieu le lendemain et concernait Alma Oumarou. Ce dernier a été investi candidat aux échéances électorales prochaines pour le parti RPP Farilla, Rassemblement pour la paix et le progrès. De nouveaux candidats qui viennent s'ajouter aux prétendants à la magistrature suprême du Niger. Alors, après l'investiture de Albadi Abouba, candidat du MPR Jamhouria au présidentiel 2020-2021, c'est maintenant au tour de Alma Oumarou d'être déclaré candidat au titre du RPP Farilla. Tous les deux sont membres de la MRN, Mouvement pour la Renaissance du Niger. Peut-on penser qu'il y aura un malaise au sein de la MRN, la Mouvance pour la Renaissance du Niger? Je commence par vous, Hassan Boukar. Je pense que l'idéal qui était recherché au sein de cette mouvance, c'était d'avoir un candidat unique. Je pense que c'est déjà perdu, puisqu'il y a plusieurs candidatures qui se sont déjà annoncées. Donc, je pense que chacun veut jouer sa chance. Peut-être qu'ils vont se retrouver par la suite en cas de second tour. C'est possible s'ils partagent encore un idéal, s'ils veulent encore se mettre ensemble pour gouverner. Donc, je ne sais pas, est-ce qu'il y aura un malaise, je n'en sais rien, mais je pense que l'idéal pour la mouvance, comme pour l'opposition d'ailleurs, c'est d'avoir un candidat unique autour duquel ils vont se mobiliser. Mais dès lors qu'il y a plusieurs formations politiques, les gens ne poursuivent pas nécessairement les mêmes ambitions. Chacun veut mesurer ses forces, aller demander le suffrage des électeurs, mesurer véritablement sa force avant d'aller éventuellement vers une coalition. Par la suite, en cas, par exemple, de second tour. Donc, pour moi, bon, chacun a ses intérêts et chacun essaie de faire prévaloir ses intérêts. Donc, c'est qui est tout à fait logique. Monsieur Garé Amadou, pensez-vous qu'il y aura un malaise au sein de la MRN? Non, enfin, je ne sais pas, comme l'a dit Hassan Boukari, je ne sais pas. Hein, il se peut que, c'est sûr que
Et comme il l'a dit, l'idéal serait que la MRN ait un seul candidat. Et c'est sûr que la situation actuelle ne peut pas être comparée à la situation précédente où la MRN était pratiquement un bloc soudé. À partir du moment où les ambitions commencent à s'exprimer, c'est sûr qu'il y a quelque chose qui va... En tout cas, il y aura un petit effritement. Maintenant, il faut faire la nuance entre les candidats investis et ceux qui seront effectivement dans la course, c'est-à-dire ceux qui vont partir payer les 25 millions et déposer leur dossier au niveau de la Cour constitutionnelle. Ça, c'est autre chose. Est-ce que vous comprenez? Il se peut qu'à l'arrivée, il se peut que c'est une stratégie de la MRN pour que les leaders puissent mobiliser les militants, mais le jour où on va déposer les dossiers de candidature, il se peut que certains vont sortir pour dire que finalement ils désistent pour tel candidat. C'est possible, tout est possible. Parce que pour le moment, ce sont des gens investis par leur parti. Mais entre l'investiture du parti et partir déposer les 25 millions et le dossier, c'est vraiment... Il y a le... Comment on appelle ça là? Il y a vraiment toute une mer entre les deux. Donc, pour le moment, je crois qu'il y a des ambitions, mais il est sûr, il est certain qu'au niveau de la MRN, quoi qu'on dise, il y a une situation, en tout cas, même si c'est un petit malaise, il y a une situation de malaise quand même, de voir qu'il y a des candidatures un peu partout qui s'affirment. Certaines candidatures sont des candidatures pratiquement... je sais ce que j'appelle une candidature de coépouse, c'est-à-dire entre Albadé et Alma. Oui. C'est-à-dire que Albadé a été candidat, donc bon, moi aussi je vais être candidat. Bon, il y a une sorte de... Vous voyez, les querelles entre coépouses, c'est-à-dire qui sont là. Donc, parfois, ce n'est pas des candidatures en tant que telles. C'est pourquoi j'ai dit, moi, je ne serais pas étonné qu'au dernier moment, que parmi les candidatures, les candidats investis par leur parti, beaucoup puissent désister pour un candidat ou pour un autre, en tout cas, qui est dans la course. Souleymane, est-ce que vous avez quelque chose à ajouter par rapport à ce que vient de dire M. Garé et Hassan Boukar? Bien sûr, je pense qu'on peut tout de suite faire observer que Albadé Abouba en 2016 il n'était pas candidat. Cette fois-ci, il a décidé d'être candidat. Alma Oumarou, je pense que la candidature de Alma Oumarou, à mon humble avis, pourrait plutôt être ressentie comme un danger pour Mohamed Ousmane. Il pourrait justement grignoter dans son électorat. Il est natif des Anders. Donc, je constate quand même au sein de la MRN, en tout cas, il y a beaucoup de partis. Quand tu prends Kassou Mouktar, Cheikh Amadou Salah Habi, Assalam de Amadou Salifou, n'est-ce pas? Donc, ceux-là ont choisi véritablement le PNA Al-Oumma, donc d'accompagner le candidat du PNDS. Maintenant, comme l'a dit Garé, je suis sûr que pour le moment, tout est possible. Les gens, que ce soit Al-Badé ou bien Al-Oumarou, quelqu'un, en tout cas, peut à un certain moment observer qu'il y a en fait en politique les vraies alliances. Et je pense que, en tout cas, j'ai l'habitude d'entendre les leaders politiques, en tout cas, habituellement, au premier tour, en tout cas, chacun va sa chance. On peut même prévoir des alliances en ce moment, par exemple, au niveau de l'opposition. Mais les vraies alliances vont se tisser au second tour s'il y a un second tour. Parce qu'on a vu justement comment les gens peuvent, selon leurs calculs, parce que nous sommes sur le terrain politique, où vraiment c'est des intérêts politiques. Ce n'est pas pour tes beaux yeux que je vais te suivre quand je vois que tu es perdant. Donc, moi, je pense que pour le moment, il n'y a rien de mal. C'est tout à fait normal que les gens soient candidats. Je pense qu'on crée un parti politique pour conquérir ou bien conserver le pouvoir lorsqu'on le détient. Donc, vraiment, il n'y a pas de quoi s'inquiéter. Je pense que c'est une marche normale. Mais encore une fois, tout est possible d'ici l'annonce vraiment des candidatures officielles. Beaucoup de choses peuvent se passer. Alors, un autre candidat investi, c'est le journaliste et écrivain Salou Gobi. Il est investi candidat aux prochaines élections présidentielles au titre du parti Convention nationale pour la République CNR Gaïa. Quelle lecture faites-vous de cette candidature de cet homme de médias?
Moi, je salue le courage de notre confrère. Il est notre aîné. Il faut l'encourager. Ça, c'est la solidarité vraiment entre confrères. Mais de là, moi, ma lecture de cette création, j'allais dire, excusez-moi, anarchique des partis politiques, Salou Gobé, il est issu d'un parti politique à la CDS. Il a joué un rôle important avec Ousmane comme directeur de cabinet, comme ministre. Je pense que véritablement, on peut faire la politique dans des formations politiques vraiment assez consistantes. C'est-à-dire qu'ici, vu ses qualités, quelqu'un, vous l'avez dit, c'est un journaliste écrivain, au regard de ses qualités, il peut se faire prévaloir, en tout cas, s'imposer, en tout cas, vraiment trouver ce qu'il cherche. Mais franchement, quand tu fais un truc que je sais faire valoir, de mon point de vue, c'est vraiment, quand je vois, il faut par exemple débourser 25 millions, moi à sa place, je vais renforcer mon média, en tout cas avec 25 millions, parce que vraiment je pense que c'est... Bon, vous savez, en fait, vraiment, chacun voit les choses à sa façon, mais moi, de façon générale, je constate que vraiment, il y a une floraison des partis politiques. Je pense que c'est un peu trop. Il va falloir mettre de l'ordre. Il va falloir respecter la charte des partis politiques. Vous voyez, aujourd'hui, en ce moment, il y a beaucoup de partis politiques qui sont en train de faire leur congrès en retard vraiment. Et il y a beaucoup qui ne sont pas vraiment à jour. Et le ministère de l'Intérieur, je ne sais pas pour quelle raison, n'arrive pas à sonner la sonnette d'alarme. Je pense qu'il va falloir vraiment considérer que non, franchement, aujourd'hui, à 147 partis politiques, est-ce que vraiment pour ce Niger-là, on a besoin vraiment de tous ces partis pour qu'on puisse vraiment... au contraire, moi, j'ai dit que ces partis-là, en tout cas, ont une responsabilité dans la malgouvernance. Parce que pour une question d'alliance, tu es allié, quand on veut prendre une décision pour l'intérêt général, tu vas dire que tu vas quitter l'alliance, vous voyez. Donc moi, je pense qu'il va falloir franchement parlant revoir cette copie-là. Monsieur Garé, quelle lecture faites-vous de la candidature de Salou Gobi? Oui, en tout cas, un confrère qui se lance dans la course à l'élection présidentielle, moi je le dis, bonne chance. Cela dit, il faut bien reconnaître que cette candidature de Salou Gobi, je ne voudrais pas être méchant, mais ça fait partie des candidatures assez anecdotiques. Pourquoi je les appelle candidatures anecdotiques? C'est-à-dire c'est le lot de personnes qui ne vont pas faire 1%. Est-ce que vous comprenez? Et le problème de Salou Gobi, excusez-moi, mais je suis obligé d'être, puisqu'on fait de la critique politique, Salou Gobi n'a jamais été député, je pense, je ne sais pas. Il était à la CDS, mais il n'a jamais été député. Est-ce qu'il a un fief? Parce que pour être candidat à l'élection présidentielle, il faut au moins avoir un fief reconnu. Et donc, c'est compliqué, vous comprenez? Ou au moins avoir des soutiens avec soi. Même si on n'a pas de fief, avoir des gens, des personnalités de poids qui vous soutiennent. Je ne sais pas qui est membre de son parti. Je ne les connais pas. C'est vrai, il m'a invité en tout cas au congrès de son parti. Malheureusement, j'étais un peu débordé, je n'ai pas pu venir. Mais franchement, je considère que c'est jeter 25 millions par la fenêtre. Mais peut-être qu'il a ses réflexions. Non, mais entre nous, 25 millions pour juste partir faire de la figuration, je trouve que quand même pour mettre toutes ces économies, je ne sais pas, vendre une maison et puis venir mettre ça dans une campagne, faire 0,0 et quelques pourcents, à quoi ça sert? Mais les politiciens, vous savez, c'est des calculateurs. Il se peut que son calcul, c'est que bon, quand on va arriver au deuxième tour, il fera partie des lots des partis politiques qui vont soutenir celui qu'ils vont considérer comme celui qui a le plus de chances de gagner. Et quand celui-là va gagner, malheureusement, on va retomber dans les mêmes travers du partage. Vous comprenez? Et peut-être qu'il va tirer son épingle du jeu, président d'une institution, etc., etc. Peut-être c'est ça le calcul. Parce que dans un pays où il y a 21 millions d'habitants, se retrouver, comme l'a dit Suleiman, avec 147 partis politiques, mais je me dis, à quelle fin? Ça sert à quoi? Ça ne sert à rien du tout. Ça sert juste à faire en sorte que les gens puissent parvenir en tout cas à accomplir leur ambition, n'est-ce pas? Ou à parvenir à des échelons de la vie. Pour moi, c'est comme ça. C'est pas Salou Gobi que je... C'est-à-dire, c'est la plupart des partis politiques, 147, et parmi les 147, ceux même qui vont se présenter aux élections, ils se comptent sur les bouts de doigts. On le voit avec les cafouillages qu'on a actuellement, même pour faire des listes. Les gens qui ne sont même pas préparés. Donc, vous voyez, c'est-à-dire... mais la candidature de Salou Gobi, vraiment, je lui souhaite bonne chance. Même si, au fond de moi, je sais qu'il ne fera que de la figuration. Certains vont me trouver méchant, mais disons les choses en face. Il fera de la figuration. Mais
il va tenter de jouer en tout cas sa part sa partition en apportant un soutien à un candidat qui, celui-là, s'il est élu, bien sûr, va offrir quelque chose à Salou Gobi. C'est tout ça, c'est ça le jeu politique auquel on assiste et qui ne change pas. Je reviens vers vous, Hassan Mboukara. Qu'en pensez de tous ces candidats dont on vient de parler, notamment de leur chance de faire de bons scores aux échéances électorales 2020-2021? Merci beaucoup. C'est vrai que l'électorat nous a quand même habitués toujours à soutenir les grandes formations politiques. Un parti qui naît tout de suite, en 2-3 mois, elle ne peut pas tout de suite gagner les élections. C'est un peu compliqué. Maintenant, évidemment, les gens ont le droit de créer leur parti politique. Qu'est-ce qu'ils vont peser sur le jeu électoral qui va finir par le dire? Moi, ce qui me dérange, c'est que la vie politique ne s'arrête pas aux élections. Les élections, c'est une étape importante. C'est que certains partis ont du mal à exister entre deux élections. Ils sont totalement absents. Ils ne contribuent pas à animer le débat politique. Ils sont presque absents de l'espace public. Et donc, c'est comme si tu crées les partis juste pour des élections. C'est l'impression que j'ai. C'est vraiment ça qui me dérange. Sinon, je pense que pour le reste, chacun est libre. Là, ils ont parlé du cas de Salou Gobi. Je pense que ce n'est pas le journaliste. Pour moi, c'est surtout l'homme politique qui vient. Même s'il n'a pas totalement rompu avec les milieux des médias, c'est quand même l'homme politique. Il a déjà une expérience. Il a été ministre, il a animé la campagne d'un candidat aux élections présidentielles. Le fait que cette fois-ci, il fasse une expérience de cette nature montre peut-être qu'il a des échecs dans ce qu'il a essayé avant. Il s'est retrouvé dans une formation, peut-être qu'il a du mal à faire passer ses idées. Il a une ambition qui ne peut pas s'exprimer dans les cadres qu'il a connus, et donc il préfère s'engager dans une autre expérience en prenant le devant lui-même, en se positionnant comme candidat. Il a peut-être ses raisons. Je pense que c'est quelqu'un qui contribue, il est écrivain, on l'a dit, il a sans doute une ambition. Et donc, à travers ces élections, il aura peut-être au moins l'occasion de participer à un débat, puisque la période des élections permet aussi de poser un débat sur la vie nationale, sur les questions d'intérêt, les questions d'enjeu. Il sera à ce rendez-vous-là. Je pense que c'est quelque chose de déjà intéressant. Mais encore une fois, pour moi, oui, si on a tous ces partis, on finit par se dire, mais est-ce qu'il y a 147 projets de société? On peut se poser la question. Du coup, est-ce que ça traduit l'incapacité pour les gens de se réunir, de s'entendre sur la base, c'est une base minimale, et de dire, OK, au lieu d'avoir 10-15 partis, mettons-nous ensemble, faisons une seule formation qui sera peut-être plus importante, avec plus d'envergure, etc. C'est peut-être ça que ça traduit, mais en tout cas, ça suscite beaucoup d'interrogations. Mais encore une fois, pour moi, ceux qui n'ont pas la chance d'être dans le camp des vainqueurs, un parti, normalement, est battu autour des idées. Il faut bien que ces partis existent entre deux élections. Il faut qu'ils animent la vie publique, qu'ils montrent qu'ils méritent d'exister. Et je pense que ce qui me dérange, moi, c'est un peu le manque de ça. Voilà. Restons toujours dans ce chapitre des partis politiques pour évoquer cette fois-ci du climat qui règne, autant pour moi, au sein du parti moderne FA Lumana. Le bureau politique ayant saisi la justice sur l'affaire qui l'oppose à Noma Umoru et à gain de cause. En effet, la justice interdit à Noma Umoru d'agir au nom du parti moderne FA Lumana. Monsieur Garé, cette nouvelle situation vous a-t-elle surpris? Bon, vous savez, c'est un feuilleton, Lumana. Les gens disent que c'est la saison 2. Oui, la saison 1 est finie. C'est la saison 2. Mais là où cette saison-là risque d'être extrêmement compliquée, c'est que c'est à quelques mois des élections. Et maintenant, on est dans une période de constitution de dossiers. Alors, et j'ai cru comprendre que Noma va faire appel. Je ne sais pas s'il l'a fait ou pas. Alors, quels sont les dossiers qui vont être acceptés au niveau, n'est-ce pas, des mairies, etc., pour les élections locales? Je ne parle même pas de législatives, etc., de la présidentielle, puisque il y a un imbroglio politico-judiciaire au niveau de Lumana qui, pour moi, est assez inquiétant pour cette formation politique. Les gens ont beau vous raconter, non, c'est réglé, c'est fini. Non, c'est pas réglé. La preuve, Noma a dit qu'il va faire appel. On ne sait pas ce que ça va devenir. Et certainement que Noma ne va pas se laisser enterrer vivant. C'est-à-dire, qu'est-ce qui se passe? Voilà quelqu'un qui a été président par intérim
du Modène, qui était d'abord le président fondateur, parce que c'était son nom du parti. Et ce monsieur-là, par la suite, a été président par intérim. On ne l'a jamais proposé comme DG. On ne l'a jamais proposé comme ministre. On ne l'a jamais proposé sur les listes pour être député. Ce monsieur-là s'est tenu tranquillement. Il était assis. On ne l'a jamais nommé, même conseiller quelque part. Il était tout le temps au bureau politique. Alors un bon matin, parce que tout simplement il y avait des problèmes au niveau de la section de Niamey, on décide que non, il faut qu'on lui règle son compte. On va le dégager comme un malpropre et puis on va le jeter dans la poubelle. Il a dit non. Et donc, aujourd'hui, Noma est dans une posture où, pour moi, je considère que cette affaire n'est pas réglée parce que je pense qu'il ne va pas se laisser briser comme ça. Bien sûr, quand il va perdre toutes les procédures, enfin tous les recours, il sera obligé de se plier à la dernière décision de justice. Mais je pense que cette crise à Lumana est une crise assez désastreuse pour le parti. Et je l'ai dit, c'est une crise qui est source de péril. Parce que vous n'êtes pas sans savoir que Niamey, quand même, c'est le fief de Modène Fa Lumana. Aujourd'hui, si on arrive à partir aux élections, sans le Modène Fa Lumana empêtré dans sa crise, Dieu seul sait à quoi ça peut déboucher. Oui, mais M. Garé, une victoire inattendue ou attendue pour Hama Amadou, qui a d'ailleurs été investi candidat aux élections présidentielles prochaines. Oui, mais ça, c'est la tombola, vous comprenez. C'est-à-dire, c'est un coup de poker, mais ça m'étonnerait que ce coup de poker-là soit gagnant. Pour une raison très simple. Vous savez, quand ils sont partis à Dosso pour le congrès, je parle du camp de Hamamadou, déjà la veille, la lettre qui convoque les assises de Dosso, ce n'était pas le SG qui a signé cette lettre-là. Pour une raison très simple, le SG a été suspendu par Noma. C'est le SGA qui n'était même pas à Niamey, qui selon certaines informations était à Abidjan, qui a fait, je ne sais pas par quelle magie, il s'est téléporté pour venir pour signer et puis repartir, je ne sais pas comment ça s'est passé, mais en tout cas il a signé et il a convoqué les assises de Dosso. Et quand on est parti à Dosso, la logique, si Hamma n'a pas d'ennui en tout cas judiciaire, la logique aurait voulu qu'au niveau du congrès qui s'est déroulé au niveau du gouvernorat, qu'on investisse, en tout cas qu'on désigne Hamma comme président du Modène Fa Lumana. Mais non, on ne l'a pas fait. On a désigné Parc 20 comme président de Lumana. Pourquoi? Parce que les cadres du parti, ce sont des gens intelligents. Ils savent que, au vu de la peine de prison que Hama Amadou a purgée, n'est-ce pas? On lui a gracié les 2 mois restants, il a fait 8 mois. C'est compliqué pour lui de diriger un parti politique. Et étant donné que c'est une sorte de boulet qu'il traîne, par ricochet, c'est très difficile pour Hama que sa candidature soit validée. Mais par fierté, on a voulu, pour ne pas démobiliser les militants, faire semblant que ça va marcher. Mais ils savent que c'est pas vrai. Et le problème aujourd'hui, excusez-moi de finir. Le problème, c'est qu'au niveau de la section de Niamey, même, il y a un problème aujourd'hui. Donc, M. Garé, ce qui s'est passé n'est donc pas forcément pour Amadou, ce qui vient de se passer. N'était pas vraiment une victoire pour Hama Amadou. Ah non, c'est une victoire en trompe-l'œil. C'est-à-dire, comme c'est une victoire en trompe-l'œil, c'est-à-dire un faux semblant, c'est-à-dire il faut montrer une image, mais ce n'est pas la réalité en réalité. Vous comprenez? Il faut faire semblant que tout va bien, mais Hama sait que ça ne va pas. Il sait que c'est compliqué, c'est pourquoi justement les menaces qu'il faisait là. Mais maintenant, ce que je voulais dire, au niveau de la section de Niamey, il faut préparer les listes pour les législatives. Et selon ce que j'ai compris, Hama veut être dans la liste des législatives. Et il y a une disposition de la loi qui dit que s'il y a un problème sur un dossier, toute la liste tombe. Et vous pensez que Lumana va prendre le risque de mettre le nom de Hama tout en sachant qu'Hama a été condamné à 1 an de prison, prendre le risque de mettre son nom sur la liste de la députation et perdre Niamey pour Lumana, c'est vraiment... Voilà. Et actuellement, il y a des le temps de revenir vers vous, donc je passe vers Souleymane. Monsieur Souleymane, faut-il s'attendre à une nouvelle donne dans ce dossier en cas d'appel de la décision de la justice par Nomo Moro? D'abord, je dois dire pour notre information que j'ai dit à Gary que je viens de lire le chargé de communication de Lumana El Hama Amadou a fait un démenti pour dire que Hama n'était même pas candidat, il n'est pas prévu qu'il soit candidat pour les législatives.
il a précisé que Ham sera seulement candidat et il a déposé sa candidature en bonne et due forme. Donc ça, c'est la précision. Maintenant, par rapport à la situation de Lumana, effectivement, c'est un véritable imbroglio. Nouma a gagné une fois au jugement de fond. Parce qu'en réalité, jusqu'ici, Ham Ahmad se contente de référer. C'est quoi un référé? Souvent, c'est un juge unique qui vraiment donne une décision provisoire pour dire que, voilà, pour protéger les intérêts du demandeur. Voilà. Mais la question, Nouma a fait appel, RFI a fait le cas, il disait, Nouma il va faire appel. Donc, c'est au fond qu'on va véritablement savoir si Nouma a perdu ou bien Hama a gagné. Et l'autre aspect aussi, les deux congrès qui sont déposés au niveau de ça c'est aussi un autre règlement administratif de cette situation. Donc, c'est-à-dire que c'est une confusion totale. Et au-delà de cet aspect, la situation du leader Amadou, effectivement, c'est publiquement qu'ils ont dit au congrès de Dosso qu'ils ont constaté la déchéance du Ham. Par conséquent, il a été promis personnalité morale du parti. Alors, merci donc, nous passons donc au deuxième sujet du forum de la presse. Je le disais en début, donc les trois acteurs de la société civile, à savoir Michael Zodi, Moudi Moussa et Halidou Munkela, interpellés le 15 mars passé, sont définitivement libres depuis mardi. Ils étaient inculpés et placés sous mandat de dépôt pour délit d'organisation d'une manifestation interdite, de complicité et d'homicide involontaire, d'incendie involontaire et destruction de biens publics. Cette libération fait suite à la sortie médiatique du collectif des avocats de ces acteurs de la société civile, dont je vous propose de suivre Maître Efred Mouloul Boudal, membre du dit collectif. Les formalités pour qu'ils soient libres ne sont pas encore terminées, mais ils sont légalement libres. Quelles sont les conditions de leur libération, maître? Aucune condition. Vous le savez, nous avons porté à la connaissance de l'opinion un certain nombre d'éléments de violation de la loi. Et en conséquence, nos clients sont libres d'office, je dirais bien d'office, puisque ce n'est pas une liberté provisoire. Quelle est la suite de ce dossier, maître? Nous allons aviser ainsi que de droit. Pour le moment, nous sommes c'est-à-dire dans le niveau des formalités pour que nos clients soient effectivement libres d'ici demain. Vous venez là donc de suivre Maître Efred Mouloul Boudal, les donc membres du collectif des avocats des acteurs de la société civile. Ces acteurs de la société civile ont été définitivement libérés ce mardi. Hassan Boukara, quels sont les principaux facteurs qui ont joué à la faveur de la libération de ces activistes de la société civile? Merci. Je pense qu'on ne peut pas dire plus que l'avocat qui s'est déjà exprimé et qui a expliqué les conditions dans lesquelles ils ont été libérés. Je suis très content pour eux qu'ils puissent recouvrer la liberté au bout de 6 mois. C'est long, 6 mois de privation. Surtout vu les conditions dans lesquelles ils ont été arrêtés. Ils ont été arrêtés pour des activités militantes. Donc 6 mois, pour moi, c'est extrêmement long. J'ai eu l'occasion de les écouter hier, aux sorties de conférences qu'ils ont animées. Ils rappellent leur engagement à poursuivre le combat dans le cadre duquel ils ont été arrêtés, notamment la lutte pour plus de transparence dans la gestion des fonds du ministère de la Défense. Je pense qu'ils posent aussi la question de l'indépendance de la justice. Apparemment, au vu de tout ce qu'ils ont dit, il y a quand même des choses sur lesquelles ils s'interrogent beaucoup quant à l'indépendance de la justice dans notre pays. La preuve, un mot d'ordre a été lancé pour des activités à la place au rond-point justice. C'est donc quelque chose quand même de très, très précis, puisque d'habitude les activités se passent devant l'Assemblée. Donc voilà, je pense que c'est des activités militantes dans lesquelles ils ont été pris. On n'a jamais compris clairement pourquoi eux ils sont restés aussi longtemps, puisqu'ils ne sont pas les seuls à être interpellés. D'autres ont été libérés, il y en a qui n'ont même pas été arrêtés. Donc du coup,
on s'est toujours demandé quelle est la particularité du point de vue du droit qui fait que des personnes prises dans les mêmes affaires puissent connaître des périodes différentes dans les traitements. Donc, pour moi, il y a beaucoup de non-dits, beaucoup de choses qui méritent d'être clarifiées dans le sort qu'ils ont vécu. Alors, quelle leçon donc faut-il retenir de l'incarcération et de la libération de ces acteurs de la société civile? Je pense qu'il y a quelque chose qui n'est pas nouveau dans ce pays. Ça fait des années que des personnes sont interpellées pour des activités militantes. Là, c'est dans le cadre de la lutte engagée par la société civile autour de cette affaire de la défense. Je pense que en d'autres périodes, d'autres acteurs ont été pris sur des activités militantes. Ils sont restés en prison, puis ils ont été libérés, liberté provisoire, puis le procès a continué. Je pense que depuis quelques années, c'est quand même quelque chose qu'on vit dans notre pays, que ce soit pour les médias, que ce soit pour les acteurs de la société civile. C'est des choses qui arrivent maintenant. On les fait souvent pour casser, pour porter atteinte au moral des gens qui se battent. Mais là, à l'image de Michael, à l'image de Moukela, ils rappellent que leur engagement reste intact et ils vont continuer à se battre. Donc je pense que par la répression, on ne peut pas empêcher que des personnes qui s'engagent sur des thématiques, sur des questions de droit, puissent abandonner le combat. C'est quand même un combat conscient. C'est-à-dire que les gens qui s'engagent, ils ne s'engagent pas à la légère. Ils savent où est-ce qu'ils mettent les pieds. Ils savent que parfois, ils peuvent subir des conséquences du fait de leur engagement, mais ils s'engagent en connaissant tout cela. Et donc, le fait de garder les personnes en prison, parfois on le fait pour casser un mouvement qui est engagé, mais je n'ai pas l'impression que de cette façon, on peut empêcher des gens à s'engager sur des questions thématiques. Voilà. Monsieur Garé. Oui, il faut dire que je salue bien sûr la libération de mes amis. Je l'ai dit sur ce plateau la semaine passée, même si j'aurais souhaité leur libération vraiment avec tous les honneurs, c'est-à-dire qu'un procès puisse les blanchir. Parce qu'il ne faut pas oublier aussi que quand même c'est suite à une manifestation interdite qui a entraîné des morts d'hommes. Supposé pour l'instant, puisque non. Oui, enfin, je sais, mais oui, je vous dis, il y a eu 3 morts. C'est-à-dire, moi, Bokar, c'est pas que je les accuse. Hein. En fait, juste une précision. Alors, le fait oui, il y a eu des morts, il y a eu des manifestations, mais c'est seulement lorsque le juge prouve qu'il y a une manifestation. Je ne rentre pas dans ces détails-là. Moi, je suis en train de vous dire, une situation qui s'est déroulée, n'est-ce pas? Puisque c'est la même manifestation pour laquelle ils ont été arrêtés et qu'il y a eu des morts, donc des familles qui sont encore en train de pleurer. Il n'y a pas de gloire pour moi, selon moi, il n'y a pas de gloire à vraiment bomber le torse. Non, il faut être serein. Et la leçon, c'est que ce n'est pas l'activisme qui est en cause en fait. C'est la manière de mener le combat. C'est-à-dire, c'est quoi la manière de mener le combat? Moi, d'abord, par principe, je suis contre l'interdiction des manifestations. Mais je suis pour que quand une manifestation est interdite, qu'on s'y conforme ou qu'on fasse recours aux voies légales, comme le font certains, le juge de référé par exemple. Mais le risque, quand on organise une manifestation interdite, c'est qu'on court le risque, s'il y a un débordement, comme ça s'est passé, avec 3 morts, moi je ne pourrais pas, si aujourd'hui, je vais vous dire honnêtement, si aujourd'hui, j'appelle les gens à sortir pour manifester, pour une raison, pour une quelconque autre, on me dit, non, la manifestation que vous voulez organiser, elle est interdite. Et que je dise aux gens de sortir. Les gens sortent. Ce n'est pas moi qui ai dit de faire des choses, de faire des casses et des trucs. Mais comme je ne maîtrise pas les gens vont faire des casses, il y aura des morts. Jusqu'à la fin de ma vie, je vais avoir ces morts-là sur la conscience. C'est ça qu'il faut éviter. C'est-à-dire faire le combat de la société civile. Non mais attendez, faire le combat de la société civile, faire le combat jusqu'au bout. Mordicus en défendant ses idées, mais en restant légaliste. En ne rentrant pas dans le domaine de l'anarchie. On va aussi écouter Souleymane par rapport à cette question. Je donne la parole à Souleymane. Donc, bon, en fait, ce que j'ai bien compris, l'avocat l'a dit, en fait, nous ne sommes pas définitivement libres. En fait, il y a une situation qui s'est créée. À partir de 6 mois, on n'a pas renouvelé le mandat qui les maintient en détention. Par conséquent, vous avez bénéficié de libération de fait. Parce qu'en réalité, ils ont franchi le Rubicon. Ces gens, à partir de 6 mois-là, ils étaient illégalement détenus. Donc maintenant, justement, on pense qu'au niveau de la justice, on attend donc la décision
qu'est-ce que le juge qu'est-ce qu'il va dire. Donc, ça, c'est un aspect. Maintenant, par rapport au fait, justement, on se souvient de cette décision du Conseil des ministres du 13 mars 2020 qui a été bravée, justement, dans le cadre du coronavirus. Le gouvernement avait estimé que voilà. Donc, bon, même dans ces conditions aussi, les acteurs de la société civile considèrent que aussi, il n'y a pas une interdiction régulière, donc, d'un point de vue légal, qui leur empêche de. Donc, ils n'ont pas en tout cas une notification de cette interdiction. Donc, ça s'est passé, ce n'est pas la première fois. Je pense que de ce point de vue, je suis d'accord avec Gary. Il va falloir souvent éviter les bras de fer. Je pense qu'il y a une réforme de la justice, ou disons en tout cas une façon de faire qui, si ça continue comme ça, parce que c'est au moins la troisième fois qu'il y a eu des cas comme ça où les gens bravent l'interdiction et ils vont en prison. Donc nous allons écouter Hassan Boukar. Oui, ce que je suis en train de dire, il y a quand même deux versions. Il y a la version officielle qui consiste à dire vous avez bravé, la société civile dit, nous avons déposé une demande en bonne et due forme et on a ciblé une autorité précise qui a l'habitude, lorsqu'elle interdit, de la même façon que nous la ciblons, elle cible ceux qui ont demandé. La société civile dit, on n'a pas obtenu ça. Et donc la société civile considère que jusqu'à preuve de contraire, il n'y a rien d'illégal. La partie gouvernementale dit c'est illégal. Et donc, c'est seulement un juge qui peut le délier. Et donc, pour moi, c'est aller très vite en besogne que de demander rester légaliste. Je pense que les gens restent légalistes. Il y a eu 3 morts. Je pense que même les déclarations publiques, en tout cas ce qui a été fait à chaud après les événements, laissaient croire que ces morts n'étaient pas liés à ces personnes-là. J'ai entendu ça sur les médias. Et donc, pour moi, de l'autre, il y a deux positions. Jusqu'à ce qu'un juge prouve qu'on a bravé une interdiction, il n'y a pas d'interdiction puisque c'est deux positions. J'aimerais quand même ajouter une chose. C'est-à-dire que c'est vrai que mais quelques jours avant la manifestation, on avait vu certains acteurs de la société civile dire que même si c'est interdit, ils vont sortir. C'est ça, sur ce comportement, il faut extrêmement faire attention parce que vous allez jeter des gens en pâture et ça va retomber sur vous parce qu'il y a une loi qui dit que quand vous organisez quelque chose qui est interdit, les conséquences, c'est vous qui les assumez. Donc, il faut faire extrêmement attention. Je ne dis pas aux acteurs de la société civile, je suis un acteur de la société civile, j'ai fait le combat, n'est-ce pas, à l'époque du Tazarchi, et je soutiens leur combat pour la manifestation de la vérité dans le cadre de l'affaire du ministère de la Défense, même si certains d'entre eux, apparemment, sont en train de soutenir les fournisseurs. Moi, je ne soutiens pas les fournisseurs. Je veux que tout celui qui a fauté dans l'affaire du ministère de la Défense, qu'il puisse payer, parce qu'il y a des Nigériens qui sont morts au front. Mais il faut faire le combat en restant légaliste. C'est extrêmement important parce que s'il n'y a pas de loi, il n'y a pas de pays. Nous entamons, donc, M. Garé, la dernière partie de ce rendez-vous. La République fédérale du Nigeria a annoncé la construction imminente d'une ligne ferroviaire qui reliera l'état de Kano à Maradi au Niger d'un coût global de 1,9 milliard de dollars. Comment donc accueillez-vous cette nouvelle, vu que la frontière entre le Nigeria et le Niger reste toujours fermée il y a de cela un an? Mais c'est deux choses qu'il ne faut pas mélanger. Il faut déplorer que Buhari s'est comporté dans le cadre de la CEDEAO. Il a piétiné les principes et règlements vraiment de la communauté, mais c'est autre chose. Pour l'intégration économique, son acte, en tout cas, constitue un obstacle majeur. Donc, bref, maintenant, par rapport à l'initiative, donc, en tant que Nigérien, on est très heureux justement de la prendre, sauf qu'il va la faire jusqu'à Maradi. Donc, maintenant, il appartient au Niger donc, de faire la suite, parce que l'intérêt, c'est aussi, ça va permettre, donc, même aux autres pays, le Niger bénéficie en tant que voisin du Nigeria, en tout cas de la proximité, donc de l'avantage de cela. Mais il y a un effort maintenant à faire en ce qui concerne notre pays pour pouvoir relier, donc connecter avec les autres pays. Oui, mais quels pourraient être donc les avantages mais bien sûr, vous avez vu le président Issou a fait du forcing avec Bolloré parce qu'effectivement le rail. Le transport, aujourd'hui, si les produits de nécessité sont chers dans notre pays, c'est parce qu'il y a le coût du transport qui est intégré. Notre pays est vraiment, en tout cas, son enclavement est réel. Donc, ce qui fait que le transport coûte cher.
Donc, si à le rail, avec le train, c'est connu, vraiment, c'est moins cher. Donc, on aura tout à notre portée. Le premier impact, c'est vraiment au niveau de la vie chère. On va sentir en tout cas l'impact et aussi avoir beaucoup d'opportunités de business. Hassan Boukar. Je pense que c'est quelque chose d'important. Évidemment, si c'est un projet de chemin de fer, ça va prendre du temps à se réaliser. C'est hors la fermeture, j'imagine. Je continue à croire, même si la frontière est restée encore fermée longtemps, c'est quelque chose de conjoncturel. Ça finira par s'ouvrir, sauf si le Nigeria décide de quitter la CEDEAO, donc ils finiront par ouvrir. Maintenant, un chemin de fer, c'est extrêmement important, surtout pour un pays comme le nôtre qui n'a pas accès à la mer. C'est une voie de transport privilégiée qui facilite les échanges, mais surtout quand ça vient du Nigeria, c'est tout un symbole. Je pense que le Niger n'a pas un voisin plus important que le Nigeria. Le Nigeria, c'est la première puissance économique en Afrique de l'Ouest. Je pense que nous avons tout à gagner. Aujourd'hui, d'un point de vue institutionnel, j'ai l'impression qu'on n'a pas suffisamment développé les relations. Pour les communautés, tous les matins, le long de la frontière, il y a les va-et-vient. Les rapports sont beaucoup plus intenses au sein de la communauté. Mais l'intégration institutionnelle, on ne l'a pas beaucoup réussi parce que simplement, nous sommes un pays ancienne colonie française, le Nigeria ancienne colonie anglaise, et notre position a toujours été perçue comme une menace à côté de ces géants anglophones. Si le Niger et le Nigeria peuvent se mettre ensemble, développer davantage les relations institutionnelles, développer l'économie, à mon avis, ce serait vraiment dans l'intérêt du Niger. Mais encore une fois, il faut qu'on arrive à le faire. Il y a beaucoup de projets comme ça qui n'ont jamais abouti. Et donc, il faut absolument faut-il rester serein ou avoir des doutes sur l'aboutissement de ce projet quand on sait que tous les projets de chemin de fer qui devraient relier le Niger à la mer n'ont jamais abouti à ce jour? Oui, n'ont jamais abouti. Je suis optimiste pour ce qui concerne le tronçon du Nigeria. Mais vous savez, depuis que le Nigeria a fait cette annonce-là, on s'attend à ce que les autorités nigériennes fassent une annonce pour dire que... Parce que le Nigeria a dit, attention, c'est pas ce que vous avez entendu, la première version là. Parce que les gens ont cru comprendre que non, le Nigeria va construire le chemin de fer jusqu'à Maradi. Ah non, ils ont dit non, on s'arrête à la frontière et le Niger construit son tronçon. Mais depuis que le Nigeria a fait cette annonce-là, on aurait voulu que le ministère des Transports sorte pour venir nous expliquer que voilà, vous avez entendu ce projet-là et effectivement, il y a eu des conventions qui ont été signées et voilà notre part et normalement le projet va commencer à telle date pour que les gens soient... Parce que pour le moment, la seule certitude, ce qu'on a, c'est que le Nigeria va construire un chemin de fer qui va s'arrêter à la frontière. Pour le Niger, on ne sait rien. Alors, il faut communiquer, il faut sortir, il faut nous expliquer. Moi, j'ai cherché à avoir des contacts au niveau du ministère des Transports. On m'a promis des contacts, n'est-ce pas? Je ne les ai pas eus finalement. Je cherchais justement à approfondir ce sujet-là pour comprendre la contrepartie du Niger, là, en quoi est-ce qu'il va se matérialiser. J'espère que dans les prochains jours, j'aurai ces informations-là. Mais il faut qu'on sorte pour nous expliquer parce que, en tout cas pour ceux qui sont de la population de Maradi, elle accueille avec joie, avec ferveur cette nouvelle-là. Mais il faut que le Niger puisse montrer aussi la même détermination pour que le jour où le Nigeria va arriver, même si ce n'est pas le même timing, en tout cas rapidement, que le tronçon nigérien puisse rejoindre celui du Nigeria pour que ça forme le chemin de fer. Merci, M. Garé. Nous sommes au terme du forum de la presse de ce vendredi 2 octobre 2020. Nous étions en compagnie de nos confrères Hassan Boukar, journaliste à la radio alternative. Merci Hassan d'être parmi nous. Monsieur Garé Amadou, journaliste au quotidien La Nation, merci Monsieur Garé d'avoir répondu à notre invitation. Et El Haj Suleiman Mahamadou, journaliste au journal en ligne Niger Inter. Merci El Haj Mahamadou. À la présentation, Fatih Zakari. La réalisation, Mustafa Ayouba. À la technique, Seini Isaka. Je vous rappelle que vous pouvez suivre sur les 45 radios partenaires du studio Kalangu le rendez-vous hebdomadaire du programme des jeunes samedi et dimanche dès 17h avec l'actu des jeunes en 5 langues suivi de tous à la FADA et à partir de 18h15 le forum en Hausa samedi sur l'insécurité résiduelle à Dosso et le dimanche le forum en Germa sur le thème comment assurer l'égalité de chance aux femmes aux différentes échéances électorales.
Merci donc à tous nos invités et à la prochaine.